Et il me disait toujours, personne ne te donnera jamais de l'argent pour faire ce que tu veux faire. Il faut que tu le fasses toi-même. Et personne ne te paiera jamais pour faire ce que tu n'as pas fait. Et il avait raison. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Nous sommes toujours en janvier, alors permettez-moi de vous souhaiter à tous une très belle année 2020. Qu'elle soit fun, drôle, riche en créativité et en belles images. Et surtout, remplie de découvertes qui vous permettront d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle année. Et si ce podcast peut vous accompagner dans cette aventure, c'est encore mieux. Pour ce premier épisode de la saison 2, je suis plus que ravi de vous partager ma discussion avec Pascal Campion. Artiste franco-américain touche à tout et au talent débordant, Pascal est passionné par les histoires. Et cela transparaît dans tout ce qu'il fait. Très impliqué dans le domaine du cinéma d'animation, Pascal a travaillé en tant que directeur artistique sur la série Netflix Green Eggs and Ham, l'adaptation du fantastique livre du Dr Seuss. Il a également participé à créer l'univers graphique du film d'animation Klaus, mais il a aussi travaillé pour Disney sur le film Vaiana ou encore DreamWorks Animation sur les pingouins de Madagascar. Et quand il ne travaille pas sur des films, il lui arrive de dessiner des couvertures pour Marvel Comics ou encore le New Yorker. Excusez du peu. Et quand il ne travaille pas pour les autres, eh bien il travaille sur ses projets personnels. Comme le fameux Sketch of the Day dont nous parlerons abondamment aujourd'hui. Projet personnel qui lui a ouvert de nombreuses portes, comme celle de travailler pour Disney par exemple. L'univers graphique de Pascal déborde d'amour, d'énergie et de créativité, et le moins qu'on puisse dire, c'est que de l'énergie, il en a à revendre. Dans cet épisode, découvrez comment sa passion pour sa famille, ainsi que les petits riens de la vie, sont devenus sa source principale d'inspiration. On aborde également sa manière d'observer le monde, sa discipline en tant qu'artiste, comment il fait pour rentrer dans le flow avant de se mettre à dessiner, et puis de l'importance de montrer son travail et des projets personnels. Si vous connaissez l'ADN de ce podcast, vous savez que ce sujet est important pour moi. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'écouter ma conversation avec Pascal Campion. Bonne écoute. Merci, je suis hyper content que tu aies accepté de discuter sur ce podcast. On est ici au Max Creativity Tour à Paris. Oui. Comment s'est passée ton intervention ça t'a plu? C'était rigolo, ouais. C'est marrant parce que je fais souvent des discussions comme ça ou des talks comme ça dans les écoles aux États-Unis. J'en ai fait aux Philippines, j'en ai fait à Singapour, j'en ai fait un petit peu de partout. L'audience est toujours différente, mais en France, c'est vrai que les gens sont pas super réactifs. C'est très dur surtout que tous les gens qui sont passés avant moi, il y avait rien, quoi. Donc c'était ouais. J'ai vu, tu demandais alors, ça vous dit quelque chose? Bonjour, et puis. J'essaie, quoi. C'est vrai qu'en France, mais bon, c'est bien parce que tout le monde était. Ouais, c'est une différence de culture, quoi. Tout à fait. Et en grandi en France, je reconnais bien ce sentiment de. Ouais. Je vais pas me mettre. On aura l'occasion. Je vais pas être le premier à rigoler. Ça doit être un peu spécial. Ça fait combien de temps que t'es plus revenu en France? Ouais, en fait, j'étais là cet été, mais moi j'ai quitté la France en 2000. Ouais. Où je suis allé vivre aux États-Unis en 2000. Après, pendant, je crois que la fois où je suis revenu après ça devait être en 2011 ou 12. Je crois que c'est pour Sunnyside en fait que je suis revenu la première fois. Ah ouais. Et puis après, assez régulièrement, je revenais en France avec soit avec la famille, soit un truc comme ça où je viens pour 2-3 jours et je repars. Je crois qu'une fois je suis venu un mardi soir. Une fois je suis venu un mardi soir, et je suis reparti le mercredi soir. Vraiment le truc éclat. Ok. Sinon là c'est ces 2 dernières années où pendant l'été je fais des workshops en Espagne et en France et un petit peu en Europe où on est venu passer quelque temps en France avec la famille. Ah ouais. D'accord. Tu vois, Sunnyside, on m'a offert ce livre pour le jour de mon mariage. Ah! Ouais, tu vois, c'est un cadeau de mariage et ça s'y prête hyper bien parce que ton travail, il est hyper doux, plein d'amour, beaucoup de scènes familiales, etc. Oui. Donc c'était hyper à propos. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ton boulot. Ah félicitations pour ton mariage. Ouais, c'était il y a 6 ans. Puis super. Je vois qu'il a vécu le livre, donc c'est. Ouais, oui. C'est bien. Ça me fait plaisir quand je vois des livres qui sont incornés, qui sont sales, tout ça, parce que ça veut dire qu'en fait les gens les ont lus, quoi. Donc. Absolument. Et puis quand j'ai su que t'étais de passage, en fait c'est quelqu'un de chez Adobe qui m'a dit viens. Et puis quand j'ai vu que t'étais dans le line-up, il faut à tout prix que je le rencontre et tout. Tu vois. Et habituellement je commence toujours mes interviews par une question qui est toujours la même en fait. Okay. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Alors, qu'est-ce qui me motive à sortir du lit le matin? Ça c'est rigolo parce que moi, d'une manière générale, je ne dors pas beaucoup. Okay. Je dors entre 4 et 5 heures par nuit, et le week-end, des fois un petit peu plus. Mais le truc, c'est que j'ai ce truc qui s'appelle Restless Leg Syndrome, où où de moment, mes jambes bougent et j'arrive plus à les retenir. Donc, il faut que je me lève de toute façon. Donc, moi, je vais me lever de toute façon. Et je trouve que mon fils se lève aussitôt que moi, donc je pense que c'est lui aussi qui va être comme ça. Et dans ma famille, on est la moitié de la famille est comme moi et l'autre moitié dort beaucoup. Donc c'est rigolo. Mais si la question c'est qu'est-ce qui me motive à travailler, moi j'adore tout ce que je fais de toute façon. Donc j'ai pas besoin d'autres motivations que ça. Le fait de créer des images, que ce soit des images, des animations, ça me plaît. Donc moi je suis content. Ouais. Ah non mais je suis pareil. Hein. Mais, ouais. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, dire ce que tu fais? Alors moi je m'appelle Pascal Campion. Je suis un artiste qui habite aux États-Unis et je fais de l'animation, de la réalisation, de production design, des livres pour enfants. Je fais des couvertures pour Marvel Comics et aussi des fois des intérieurs. Je fais des couvertures pour New Yorker. Je fais plein de trucs. Donc c'est dur ouais. Et là je suis en train de développer mes propres projets avec différentes boîtes aux États-Unis aussi. Ok, super. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Bah, on a beaucoup de matière. Et je suis papa. Ouais. Marié aussi, donc. Ouais. Mais on va en parler. On va carrément en parler. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et ton arrière-plan avant de découvrir le monde de l'image? Donc, si j'ai bien compris, t'es né aux États-Unis, mais en fait, t'as vécu ton enfance en France. Et c'est quoi qui t'a mené sur ce chemin-là, quoi? Alors ça c'est bien comme question ça. Alors moi oui effectivement j'ai grandi en France. Depuis tout petit on avait toujours des BD à la maison. Donc que ce soit Astérix Obélix ou Tintin. Donc moi je lisais ça tout le temps. À l'école je me rappelle qu'au fond de la classe on avait un petit espace avec plein de BD. Il y avait des Lucky Luke notamment. Je me rappelle de lire le Lucky Luke et trouver que le dessin était super. Après j'ai découvert Chic Bill ou Kick Bill, je sais plus comment on disait ça. Et les tuniques bleues. Le tunique bleu ça m'a énormément marqué. Fantastique. Et puis mes parents avaient des amis. Yves et Janine. Et Yves, chez lui, il avait une salle entière qui était juste pour les recueils de Spirou. Ah oui. Donc on allait souvent chez eux. Et bon, moi j'étais dans cette salle et je lisais tous ces Spirou. Donc des années avant que je sois né, je suis tombé dans ce monde et je trouve ça absolument phénoménal. Et en même temps, mes parents étaient divorcés. Enfin, ma mère était remariée, mais mon père, qui est aux États-Unis, m'a envoyé des comics. Ah donc autant je lisais les Strange, les Spécial Strange qui étaient ce qui était publié en France à l'époque, autant mon père m'avait abonné aux séries américaines. Donc j'avais ce côté où j'adorais les séries américaines, non seulement parce que je les aimais, mais aussi parce qu'en fait elles me rappelaient de mon père. Oui. Et donc j'avais ce gros côté affectif qui m'avait beaucoup plu. Donc je suis tombé dedans en fait comme ça quoi. Au départ c'était juste parce que j'aimais les BD. Après mon frère a commencé à me faire dessiner. Et jusqu'à maintenant, on sait toujours pas pourquoi il a fait ça. Des fois, je vois pas, je sais pas. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Parce que lui, il dessine pas du tout. Donc peut-être pour faire durer le moment entre le moment où il pouvait le lire lui et te le prêter, quoi. Peut-être. Il fallait faire une petite épreuve. Je crois qu'il voulait me taquiner, surtout me torturer, comme les grands frères font avec leurs petits frères. Ah, oui, c'est vrai, ouais. Mais ouais. Je suis grand frère. Tu es un grand frère, je suis petit frère, moi. Ouais. Et donc, du coup, t'étais obligé de dessiner pour lire les comics. Ouais. Et puis, c'est comme ça que tu t'es pris au jeu. Voilà. Après, je me suis plus jamais arrêté, quoi. Trop bien. Le truc, c'est que, jusqu'à ce que j'arrive au lycée ou même aux arts déco, j'ai jamais dessiné pour faire un beau dessin. Je dessinais toujours pour raconter une histoire. Quand ma mère ressort les dessins que je faisais quand j'étais enfant, c'est beaucoup de bonhommes en fil de fer et plein de pages d'histoires de bande dessinée avec des bonhommes en fil de fer qui faisaient plein de choses différentes, quoi. Donc, essayer de dessiner pour faire un beau dessin, ça a jamais été mon truc parce que j'arrivais pas à me concentrer là-dessus. Ouais, il faut raconter quelque chose. Ouais. Et pourquoi est-ce que les histoires, c'est si important pour toi? Ça transparaît dans tout ce que tu fais, c'est incroyable. Je pense qu'en fait, l'histoire, c'est important parce que c'est comme ça qu'on voit la vie. Enfin, du moins, moi. Il me faut toujours une raison pour faire quoi que ce soit. Je cherche toujours la raison derrière la raison, comme tu disais plus tôt. C'est dur pour moi de voir une bouteille d'eau et de pas me demander d'où elle vient, ou qui a fait ça, ou comment ça a été construit, ou quelle est l'usine qui a construit ça, comment l'usine a été construite. Et est-ce qu'on a pensé à un moment donné que ce plastique allait finir dans l'océan? Non, c'est l'air bête comme ça, mais tout ce que je vois, c'est comme ça. Je me baladais à Paris ce matin et je me posais la même question. Je passais au-dessus d'un petit bridge, un petit pont qui était au-dessus de rails de chemin de fer. Je me disais, mais attends, il y a plus de train qui vient là, il vient d'où? Ça fait quoi? Il y a des arbres ici, c'est qui a construit ces bâtiments? Il y a un bâtiment qui est au beau milieu, qui reçoit la lumière, qui est magnifique. Et je me dis, mais qui est-ce qui a construit ça? Qui vivait là? Constamment, je me pose ces questions. Mais c'est rare pour moi de m'arrêter devant un truc et de dire, oh, que c'est beau. C'est comme un acteur, en fait, qui travaille son personnage en imaginant le backstory. Oui. Pour rentrer dans le personnage, dans la peau du personnage. Tout à fait. Ouais. Constamment. D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que, surtout au début, quand je bossais sur les films au départ, c'est exactement ce que je faisais. Quand je dessinais je concevais des décors ou des lieux,
C'était pas des décors, c'était des lieux qu'on faisait à la base, et après on faisait des décors à partir des lieux, mais on devait toujours retrouver l'histoire des lieux, parce que les personnages, les lieux étaient des personnages à temps plein dans tous les films sur lesquels j'ai bossé, surtout avec Disney, et donc il fallait toujours qu'on retrouve, qu'on reconstruise l'histoire. Quand on faisait un pitch, on disait donc ça, ce mur est là parce qu'en fait à cette époque-là il y avait ça. Et c'est fou à quel point cette backstory, même si l'audience ne la connaît pas, elle donne un sens à tout ce qu'il y a, même si tu n'es pas au courant. Si tu ne sais pas quelle est l'histoire qui est derrière ça, tu reconnais qu'il y a un sens. C'est absolument phénoménal pour moi cette idée de savoir que. Mais c'est pour ça que mon podcast s'appelle aussi Sens créatif, parce que oui, moi je suis pareil en fait. J'ai vraiment besoin de sens pour créer quelque chose. Je suis pas un technicien qui se dit tiens j'ai juste envie de redessiner ça du mieux que je peux. Moi j'ai besoin que je raconte quelque chose. C'est pas tant le côté narratif, mais c'est plus communiquer un message. C'est peut-être plus. Justement, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que maintenant, au départ, moi ma narration c'était surtout ça. C'était A à B, B à C, D. Maintenant c'est plus le côté narratif, le côté émotionnel. C'est-à-dire que tu regardes mes images, il y a moins de choses qui se passent au point de vue action, mais il y a plus d'histoire à l'intérieur qui se passe. Et ça c'est important. Et ça, en fait, pour moi, c'est un autre niveau de la narration. C'est là où vraiment tu regardes les films du studio Ghibli, par exemple. Ah oui. C'est marrant parce qu'il y a plein d'actions, mais vraiment, si tu penses, c'est tout ce côté émotionnel ou que l'action souligne, qui est phénoménal. Et ça, c'est super dur à faire. Enfin, pour le faire bien, c'est. Quand on parle des films Ghibli, je pense que la première chose dont on parle, c'est pas forcément l'histoire, c'est comment on s'est senti, tout à fait. Ce qu'on a ressenti. C'est complètement inconscient, en fait. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Haruki Murakami. C'est un écrivain, c'est un artiste. Je suis tombé sur ces bouquins tout à fait par hasard en fait. Je prenais un avion, j'ai trouvé ça dans l'aéroport, j'ai lu. Et c'est la première fois où je lisais une histoire qui ne m'intéressait pas, mais dont je ne voulais pas sortir. Parce que l'histoire en elle-même me paraissait absolument banale, mais l'émotion que je ressentais en lisant m'avait complètement transporté. Et ça m'était jamais arrivé avant. Et donc je relisais la même histoire, ce qui ne m'arrive jamais en fait. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte à quel point une histoire peut te transporter émotionnellement. Ouais. Et après j'ai lu une histoire qui s'appelle The Road de Cormac McCarthy. Ah oui, c'est la première. J'ai lu le bouquin avant de voir le film. Et le bouquin, c'est la première fois que j'ai pleuré en lisant. Mais littéralement, j'avais des larmes qui me tombaient. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé depuis non plus. Et c'est aussi après avoir eu des enfants. En ayant grandi un petit peu, que ce côté plus émotionnel est apparu avant. Je n'étais pas du tout comme ça. Ouais, ce serait top si on pouvait en parler justement. On voit dans ton travail que l'aspect familial transparaît partout. Tu t'es marié en 2007, en 2008, tu as eu ton premier enfant et je me suis un peu préparé pour l'interview et on peut lire que pour toi ça a été un déclencheur en fait, cette vie de famille, ça a déclenché une passion. Tu parles de ces moments transcendantaux et qui plein de significations pour toi. Est-ce qu'on peut un peu parler de comment est-ce que cette vie de famille a été un catalyseur pour toi dans ton travail? Alors d'une part, je dois donner beaucoup de félicitations à ma femme pour ça parce que me supporter c'est pas souvent facile parce que autant on voit mes images et on dit ouais c'est super, il est vachement rigolo tout ça, mais en fait à la maison je suis pas toujours comme ça non plus quoi. Donc ma femme elle est vraiment comme ça. Elle a vraiment ce côté très outgoing, très extraverti. Elle aime beaucoup parler puis elle me soutient beaucoup. Mais je me rappelle lorsqu'elle est tombée enceinte, on était à l'hôpital et on nous a dit que c'était une fille. Et je me rappelle que je tenais sa main si fort et j'étais tellement content que les infirmières me félicitaient moi plutôt qu'elle. Ah, c'est drôle. Et c'était vachement rigolo. Donc jusqu'à ce jour, mais pourquoi tu te félicites toi et pas moi? C'est vrai. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Tout d'un coup, je sentais que j'avais une raison d'être. Ce qui est marrant, c'est qu'avant ça, je me disais que tout allait bien, j'avais pas de problème, j'étais content. Et puis là, tout d'un coup, je me disais, il faut que je sois. C'est même pas consciemment, c'est quelque chose qui a changé dans ma tête où je me suis dit, tout d'un coup, j'ai une mission. Et c'est pas tellement de vivre pour mon enfant, c'est de faire sûr que je sois la meilleure personne que je puisse pour que mon enfant ait un bon exemple. Et puis, il y a quelque chose qui a changé en moi et c'est dur d'expliquer. Plus ça va, plus j'essaie de me l'expliquer. Mais c'est venu tout seul. C'est pas quelque chose que j'ai décidé, ça est arrivé. Et je l'ai vu avec mes dessins, où tout d'un coup, je commençais à dessiner ma fille et ma femme en tant que mère, et que mes images sont allées de petits cochons qui sautaient dans l'espace à des choses beaucoup plus familiales. Et c'était assez rigolo. Et tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas à l'époque. Ça, c'est pareil. Moi, je veux dessiner mon petit bonheur, tout égoïste que je suis. Et petit à petit, je me suis aperçu que plein de gens pouvaient s'y retrouver.
Et je pense qu'en fait ça vient de ma formation aux arts déco, où c'était toujours raconter une histoire. On parlait souvent du côté universel et l'ordre particulier. Et donc en fait je pense que je fais ça inconsciemment dans mes images. Maintenant c'est beaucoup plus conscient. Mais à l'époque je pense que je faisais juste ça sans vraiment y penser, et puis ça ressortait. Et puis on voit dans ton travail aussi que que tu vois tout, enfin que tu observes, tu es un observateur de tout t'inspire, tu as les yeux ouverts. Moi ça me fait un tout petit peu penser, je sais pas si tu connais Sister Coretta Kent. Sœur Coretta Kent, c'est une prof d'art qui faisait beaucoup de sérigraphie aux États-Unis. C'est un côté vachement punk en fait dans son travail. Bref, elle enseignait l'art à ses étudiants et en fait elle leur faisait tout le temps des petits caches à mettre sur les yeux et en fait elle les obligeait à regarder le monde comme ça avec un petit carré. Ah c'est marrant ça. Et mais c'était dans les années 60, hein, ça remonte, hein, c'est une vieille histoire. Et en fait il y a des vidéos de ça où les étudiants tu les vois regarder le monde à travers un petit carré et elle les obligeait en fait à regarder et pas juste à voir en fait. Et ça c'est quelque chose que je retrouve aussi dans ton boulot, que entre guillemets de rien tu fais une magnifique image qui au final transcende et que tout le monde peut s'y retrouver quoi. Ça c'est les petits riens en fait, ça me touche énormément. Moi qui suis très en temps normal qui ne parle pas beaucoup, j'aime bien avoir mon petit univers qu'on me laisse tranquille, être dans mon coin, et dans mon coin j'aime bien observer le monde. Et je vois que mon fils est exactement comme ça aussi. Il se pose des questions que je me posais bien à son âge. Et donc c'est un truc que j'ai toujours beaucoup fait, même étant enfant, observer. Et ça a toujours été, je me rappelle souvent dans le derrière et voir mes parents conduire et je pensais à ce à quoi pensait mon beau-père ou ma mère, ou penser au défilement des arbres. Enfin ça c'est toujours été les petits riens, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Donc aujourd'hui toujours pareil. Ah, tu le cultives. Je le cultive. Et on te l'a appris aux arts déco, c'est quelque chose de naturel. Ça non, ça c'est petit rien, non, ça c'est, je crois que c'est plus personnel, c'est plus quelque chose que j'ai vécu moi. Ouais. Ça me rend confortable. C'est une espèce de petit confort pour moi. Quand les choses vont pas bien, je me focalise sur une chaise, sur un endroit, et ça me calme. Ça me permet de me recentrer et de me retrouver en fait. Une raison pour laquelle j'aime beaucoup l'obscurité. J'aime beaucoup être dans le noir parce que ça me permet en fait de pas être trop excité par le reste du monde et de me calmer et de me retrouver. Ok. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui, selon toi, est un peu un secret pour être un bon observateur? Parce qu'en fait, on est tellement stimulé par tellement de messages à la fois que s'arrêter pour vraiment regarder. Qu'est-ce qui je pense que d'une part il y a une honnêteté envers soi-même qui est très dur à avoir en fait, parce que très souvent et moi je sais que c'était le cas pour moi du moins, c'est on est toujours le héros de sa propre histoire. Donc on se donne des fois des qualités qu'on n'a pas forcément ou qu'on veut avoir mais qu'on n'a pas forcément, et à un moment donné c'est bien de pouvoir arriver à se voir dans le miroir tel qu'on est et de se voir qu'on a des failles. La raison pour laquelle je dis ça par rapport à ta question, c'est parce que des fois on voit je suis convaincu qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On voit les choses à travers notre expérience. Effectivement, tout est transformé en stimuli électriques qu'on transcrit. Mais on ne peut les voir que par les expériences qu'on a eues de nos vies. Et c'est tout subjectif. Et donc, une partie de nos expériences, c'est la manière dont on les a vécues et dont on s'en souvient. Oui. Donc, en étant vraiment, moi, je sais que j'ai fait des trucs qui c'était pas vraiment très chouettes quand j'ai grandi. Et c'est vrai que maintenant, je dis, mince, j'aurais pu être plus sympa, mais j'ai pas envie de dire, ah ben non, moi, j'étais parfait. Donc, je pense qu'il y a déjà ce côté-là où se remettre à sa place, c'est bien. Et puis, il faut en avoir envie, il faut avoir une curiosité, je pense. Je veux dire, j'adore penser. Je suis en train de regarder un appareil, je me dis c'est super cet appareil, c'est quoi exactement, comment on est arrivé à faire ça? Ça ressemble à un appareil Enfin, je me pose plein de questions quand tu le poses sur la table. Je dis tiens, c'est marrant, ça me fait penser à plein de choses. Et c'est un truc que je sais que après cette interview, j'y penserai encore. Donc, est-ce que tu dirais que tu es plutôt contemplatif de nature? Oui, tout à fait. On peut en parler un petit peu, ça m'intéresse. Bien sûr, il faut que je me pousse à faire de l'action. Quand je suis en action, ça va très 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 bien, parce que j'étais très sportif quand j'étais plus jeune. Mais d'une manière générale, j'aime bien être inactif, être assis et ne rien faire, même pas forcément regarder la télé ou quoi que ce soit, juste regarder les choses. Ça, c'est quelque chose qui me repose. J'en ai besoin, physiquement et mentalement, j'ai besoin de ne rien faire des fois. Tous les jours, le week-end, je me lève très tôt le matin, je me mets sur la terrasse, chez nous à Burbank, et littéralement de 4h30 du matin jusqu'à 6h, je suis juste là, je prends mon café, puis je regarde le soleil se lever. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin. De l'autre côté, quand je suis en action, je suis aussi concentré sur l'action. Je suis incapable de faire du multitasking. Je fais un truc, je le fais à fond, et quand je m'arrête complètement. Donc là, je suis en vacances depuis que je suis arrivé. Depuis 3 jours, j'ai pas dessiné du tout, quoi. Ah oui. J'ai même pas pris un seul crayon. Ça te manque pas? Du tout. Ouais. Non, mais je suis pareil. Et donc, quand je sais que lorsque je vais rentrer, il va me falloir peut-être 2-3 jours, peut-être une semaine pour pouvoir retrouver le flow.
Mais c'est quelque chose que de toute façon je sais que ça va se passer. C'est quelque chose qui m'inquiétait quand j'étais plus jeune parce que je me disais mince, alors je vais oublier. Tu veux qu'on en parle plus tard de ça ou On parlera du flow, ouais. On peut en parler là si tu veux. Je me disais je vais oublier de dessiner, de savoir comment dessiner, etc. Puis en fait maintenant ça fait plus de 20 ans que je fais ça comme métier, je pense que ça partira pas. Ouais, et puis tu sais les disciplines pour lesquelles te mettre en condition pour travailler. Mais oui, alors le state of flow, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et que j'observe chez les artistes. Et pour moi, le flow, c'est presque être un avec l'univers, se sentir à sa place, paisible, créer. C'est une sorte de méditation au final. Tout à fait méditation. Ouais. Comment tu trouves le state of flow pour toi? Pour moi, il m'a fallu un bout de temps pour comprendre ce que c'était, parce que des fois, je me retrouvais dans ces moments où je disparaissais. Je m'aperçois que je commençais à faire un dessin que j'aimais beaucoup. Puis au départ, c'était dur, puis après, au bout d'un moment, ça venait tout seul. Et je m'apercevais que j'avais juste à penser quelque chose, voir ma main le dessiner. Et c'était extraordinaire. Et je m'apercevais que 1, 2, 3, 4 heures passaient comme ça, sans m'apercevoir. Et en fait, ça, c'était le flow, comme tu dis. C'est vraiment, j'ai l'impression que je suis devenu un tunnel, que des énergies passent à travers moi et qui dessine quelque chose que je ne pourrais pas faire si j'y pensais. Je me suis aperçu que pour arriver à ce stade-là, il faut que je sois physiquement fatigué. Ah oui. Donc, moi, je fais du vélo tous les jours. J'en ai toujours fait. En fait, j'ai toujours besoin d'être physiquement fatigué, ou sinon j'arrive pas à me tenir en place. Et quand je suis très fatigué, j'ai fait beaucoup plus de vélo que d'habitude, ou que j'ai couru un truc comme ça. Mon corps est relâché quand je travaille. C'est comme si je suis dans un état second, et quand je dessine, je suis concentré à fond dessus. J'ai pas besoin d'écouter de musique ou quoi que ce soit, et ça sort tout seul. Mais si je suis pas physiquement fatigué, c'est très dur pour moi d'arriver dans cet état-là. Ah ouais. J'imagine que c'est différent pour tout le monde. Mais tu me dis, tu te lèves à 4h30 jusqu'à 6h, c'est aussi de la méditation au final. Ça, c'est le week-end, ça. Ah, le week-end. Pendant la semaine, quand je me lève tôt, je travaille. Tout de suite. Ouais. Mais t'es pas tout de suite fatigué. Ah si, tu fais le vélo. Tu fais le vélo. Avant, je faisais, mais maintenant que j'ai les enfants, maintenant avec les enfants, j'ai complètement changé ma méthodologie. Parce que maintenant, je me lève le matin, je travaille, après je lève les enfants, je les habille, je les amène à l'école. Et après ça, je vais en vélo à mon studio, et c'est là où je commence à vraiment faire mon vrai boulot. Avant ça, j'essaye de faire du boulot, je fais des sketchs du jour si je peux, ou je réponds des emails, des choses comme ça. D'accord. Et donc tu te fatigues volontairement pour être dans le flow. T'as essayé déjà de travailler sans être fatigué? Oui, c'est très dur pour moi. Et je le fais. La vie n'est pas contrôlable à 100%. Du moins, ma vie n'est pas contrôlable à 100%, surtout avec des enfants. Donc, je suis obligé de travailler des fois sans être fatigué. Et je sens que j'ai moins de patience, j'ai moins de capacité à entrer dans cet état-là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas non plus, comment expliquer ça? Je suis pas toujours inspiré quand je fais mes images. Surtout quand je travaille pour les studios. Pour des clients, très souvent, enfin c'est même rare, je dis que je sois super inspiré. Le dernier projet sur lequel j'aimais beaucoup, donc j'ai fait des trucs super. Mais le projet d'avant ça, qui était un autre film, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'arrivais pas du tout à entrer dans le film, quoi. Et je suis resté dessus 5 mois. Je sais que chaque image que je fais pour ça, il a fallu que j'arrache et je suis pas du tout fier. J'essaie de faire le mieux que je pouvais, mais bon, c'est pas forcément un film que je voudrais, enfin c'est pas forcément des images que je voudrais revisiter, quoi. Pour mes sketchs du jour, c'est pareil. Soit je suis dans un état où je fais des trucs super et je sais pas du tout comment je les ai faits. Soit je suis pas dans cet état-là, mais je me force quand même à le faire parce qu'il y a une discipline aussi qui vient avec le dessin. Justement, tu as été notamment connu grâce au Sketch of the Day que tu as initié en 2007. Est-ce qu'on pourra en parler? Est-ce que tu pourrais présenter le projet? J'ai plein de questions à ce sujet. C'est marrant parce que c'était pas un projet à la base. À la base, c'était juste parce que moi je dessinais pas du tout au boulot. Je faisais du management d'équipe. En fait, je devais apprendre d'autres animateurs et designers comment faire ce type de truc pour le boulot. Donc c'est super frustrant pour moi de leur donner tous les boulots. Puis moi, en fait, tout ce que je devais faire, c'est de leur donner des notes et faire des emails. Donc tous les matins, je venais au boulot plus tôt et je faisais un dessin que je postais en ligne juste pour en fait me soulager artistiquement. Et donc c'était pareil. J'étais à San Francisco à l'époque. J'habitais à San Francisco même. La boîte était à Emeryville, qui est de l'autre côté du pont. Donc j'allais en vélo. Et ça me prenait 3/4 d'heure, donc j'étais vraiment bien fatigué quand j'arrivais là-bas. J'étais le premier au boulot, donc j'étais tout content, j'étais tout calme. State of flow, check, c'est bon, t'es fatigué. Exactement. C'était vraiment parce que je sais que les jours où il pleuvait, il fallait que j'aille en voiture, et là j'avais beaucoup de mal. Et c'est là où j'ai commencé à m'apercevoir que il y avait une corrélation. Ouais. Et donc je commençais à faire ces images, et je les postais en ligne. Mais à la base, c'était juste pour faire un livre, ne faire que peut-être une trentaine, une quarantaine d'images. C'est juste que moi, je me suis jamais arrêté. Je voulais essayer de faire pendant 1 mois chaque jour, et puis en fait maintenant ça fait Oui, t'en as presque 5000, un truc comme ça. J'ai plus que 5000. J'en ai 5000. J'ai dépassé les 5000 il y a 3 semaines. Donc, j'en suis à 5020 et quelques. Cette année, j'ai pas pu les faire tous les jours parce qu'on a eu plein de trucs. Mais j'aimerais quand même arriver à 365. J'en suis à 358 en ce moment. Donc, 358 000
Dessin? Non, 358 cette année. De sketch du jour. Ah oui. Ouais. Ok. Parce que cette année, j'ai pu en faire moins parce qu'on a beaucoup voyagé, on a fait beaucoup de trucs, mais je voudrais en avoir au moins 365 cette année. Ah oui, cette année. Ok. Et quand t'as débuté, c'était littéralement un dessin par jour du lundi au dimanche? Non, au départ, moi je le faisais pour le fun, c'était du lundi au vendredi, parce que c'est le jour de boulot. Et au bout d'un mois, après, comme je disais, tiens, j'aime bien ça, j'ai commencé à faire tous les jours et le week-end aussi. Et alors, ce que tu appelles un croquis, sketch. Ouais. Pour la plupart d'entre nous, c'est un dessin fini, on ferait pas ça en 2 heures, tu vois. Maintenant, c'est ça. Lorsque je faisais les premiers, c'était littéralement un personnage sur un fond blanc. Et c'était vraiment un croquis. C'est-à-dire, c'était un personnage en couleur, parce que c'était en flash, sur un fond blanc. Après, je crois que c'était 2 semaines, j'ai commencé à faire 2 personnages. Et je commençais à m'embêter parce que j'avais du mal à raconter des histoires avec juste un personnage. Donc, c'est des monstres. Donc, après, j'ai commencé à faire 2 personnages. Après, j'ai commencé à faire des personnages avec des props. Et puis, petit à petit, au bout d'un mois et demi, j'ai commencé à faire des personnages avec des décors. Et c'était tout en flash. Et donc, Flash, ça va très vite. En fait, l'idée, c'était aussi de faire un book pour aller à Comic-Con, qui était une grande convention. C'est comme le Angoulême des États-Unis. Ah oui, bien sûr. À San Diego. Lorsque j'ai commencé dans cette boîte, j'ai commencé la semaine avant Comic-Con de 2005, donc. Et tous les artistes de la boîte étaient partis à Comic-Con. Donc pendant une semaine, moi j'étais au bureau, mais ils sont où tous les gens? Littéralement, on avait que 5 ou 6 artistes dans la boîte, ils étaient tous à Comic-Con. Waouh! Et quand ils sont revenus, ils avaient tous ces petits sketchbooks d'artistes qui avaient fait leur truc. Et donc, ils me disaient, écoute, il faudrait que tu fasses un truc pour venir. Et puis moi, à l'époque, je dessinais pas du tout, quoi. Je faisais de l'animation, puis des images et compagnie, c'était pas mon truc. Donc c'est là où j'ai commencé les sketchs du jour, juste pour me défouler, et aussi dans l'idée vague d'en faire un livre pour la Comic-Con. Donc je voulais faire une trentaine d'images pour avoir un petit book de 30 images et y aller, quoi. Puis en fait, puis ça continué. J'ai continué, j'avais des centaines à la fin de l'année, quoi. Donc c'était bien. Et donc, un par jour du lundi au vendredi, mais j'imagine qu'il y a eu des périodes toutes ces années où tu le faisais systématiquement tous les jours, où t'étais stressé, t'étais fatigué, t'avais beaucoup plus de boulot. Comment t'as fait pour maintenir cette discipline? Tu regardes les croquis, ils sont pas tous super, hein. Il y en a qui sont vraiment pas terribles du tout d'ailleurs. Et ça, c'est le jour où vraiment j'avais soit pas le temps, soit j'étais stressé. Il y a eu des périodes où quand on était jeune marié, on s'engueulait assez souvent parce que c'est le temps le temps d'établir une relation honnête et franche avec des personnes. Il y a beaucoup de périodes où ça va pas très bien. Donc on a eu des périodes comme ça et tu le vois dans mes croquis où il y a des croquis plus tristes ou plus rapides et puis des croquis de période faste, je dirais, où pendant des semaines entières c'était fantastique et tout venait facilement. Donc il y a eu des hauts, des bas. Pour la plupart des lecteurs, quand ils regardent des images, ils le voient pas forcément. Il y a des gens qui me connaissent assez bien qui peuvent le voir. Ma mère le voit. Ma mère, quand elle voit ça, elle m'appelle, ça va. C'est marrant parce que ma mère arrive à lire. Ma mère et mon frère arrivent très bien à lire mes images. Et ma femme aussi. Bien sûr. Mais ma femme, c'est particulier. Elle, c'est une superwoman, ma femme. Et donc tu le vois, il y a eu des hauts et des bas, quoi. Si tu regardes mes images en 2014. Alors, en 2014, on a déménagé, on était allé à Sacramento. Parce qu'on habitait à ce moment-là à San Francisco. San Francisco, c'est très cher. On voulait acheter une maison. On avait fait, une offre dessus. Et à la dernière minute, ils ont préféré vendre à quelqu'un qui offrait tout en cash, parce que c'était plus d'argent pour eux. Et donc, nous, on n'avait plus de lieu. Donc, on est allé à Sacramento, qui était à 1h30 de San Francisco, où les trucs sont littéralement un tiers des prix. Donc, on a acheté cette énorme maison avec un jardin qui faisait, je crois, 1,5 hectares. La maison en elle-même, elle avait 6 chambres. C'était un truc immense, quoi. C'était pour une bouffée de pain par rapport à San Francisco. Mais par contre, on n'aimait pas du tout la ville. Alors, on n'arrivait pas à s'intégrer. On y est resté 10 mois. Et là, tu regardes mes dessins à cette époque-là, ils sont tous noirs. C'est frappant. Avec la distance que tu vois, c'est toutes ces ambiances bien colorées. Et c'est là où j'ai commencé à faire toutes ces images qui avaient des fonds très noirs, littéralement la couleur noire apparaissait énormément dans ces images-là. Et je m'aperçois maintenant avec le recul que c'était vraiment mon état d'esprit à l'époque. On était pas contents. Et là, on est parti à ce moment-là, on est allé à Los Angeles. Et là, presque en un mois, presque du mois, à des images super colorées, extraordinaires. Ah oui. Et c'est marrant parce que c'est pas un truc auquel je pense forcément, parce que c'est le sketch du jour. Donc ça sort comme ça sort. Ouais. Avec le recul, c'est frappant de voir à quel point les périodes de ma vie ont rythmé le sketch du jour. Quand Lily, ma fille, est née, c'était des images très douces, très famille. Puis une fois que les garçons sont nés, une fois qu'ils ont eu 2 ans, c'était vraiment des choses beaucoup plus mais de l'action. Oui, c'est ça. Les enfants ils sautent et tout, il se passe plein de choses. Ça. Et c'est marrant parce que ça vient tout seul. Et donc c'est notre truc. Nous on aime bien, c'est quand on regarde les images que j'ai faites, c'est vraiment une drôle de collection de notre vie. Ouais. Donc, ouais.
quelle que soit la période, c'était une traduction visuelle de ce que tu vivais, mais surtout, t'étais discipliné, c'est-à-dire qu'il y avait pas un jour où tu le faisais pas. Ouais. La discipline, ça vient aussi du fait que donc mes parents ont divorcé alors que j'étais tout petit et ma mère s'est remariée avec un gars qui avait 4 enfants. On vivait pas tous ensemble en même temps, mais souvent on avait 3 de ces enfants qui vivaient avec nous, qu'on adorait d'ailleurs, que j'adore toujours, et qui sont excellents d'ailleurs. Mais disons qu'on avait une grosse famille. Et ma mère et mon beau-père sont très très disciplinés. On mangeait à 7h, pas 7h05, pas 6h55, il faut que tu sois à table à 7h. On avait tous nos corvées à faire, on était vraiment très disciplinés de cette manière-là. Et je crois que ça m'a beaucoup servi à être discipliné dans ma vie professionnelle aussi. Donc moi je travaille de 7h là à 7h là, je m'arrête à 7h là, je fais un break, je fais ceci, je fais cela. J'ai une manière très rythmée de vivre ma vie qui vient de désolé. J'arrête pas d'enlever le micro. Donc Jérémy est toujours en train de me remonter le micro comme ça. Il peut pas nous voir, je sais. Mais c'est sûr, en plus t'es illustrateur, mais tu bosses pour des films, pour des séries, t'as bossé pour Netflix, pour Disney, pour DreamWorks, enfin voilà, j'en parlerai sûrement dans l'intro. Comment tu fais pour garder cet équilibre entre ta vie de famille qui est hyper importante pour toi et ta vie professionnelle qui est quand même hyper riche, quoi. Ouais. Alors le gros mythe, un truc qui est vachement rigolo, c'est que les gens pensent quand tu bosses dans un studio d'animation aux États-Unis, de films surtout, c'est très 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 occupé, alors que c'est pas du tout occupé. Je me rappelle, on en parlait souvent avec des amis, surtout en pré-production, ce que je fais le plus grosse partie, tu sais, quand tu vois tous les artbooks, tous ces dessins que tu as dedans, c'est la pré-production. C'est ce qu'ils appellent le blue sky. Donc tu fais ce que tu veux parce qu'ils essayent de trouver un style, de trouver des idées, de débloquer des choses. Et ça, tu as tout le temps du monde. Donc on en parlait avec un pote, je vais pas dire son nom, mais lui me disait, il bossait 2 heures par semaine. Et le reste du temps, en fait, il faisait ses propres projets. Donc, parce qu'en fait, c'est une fois que tu arrives en production, où tu as des deadlines, il faut que ça avance très vite. Et quand tu bosses pour la télé, ça va très vite aussi. Mais de manière générale, pour les films d'animation, beaucoup plus tranquille dans le développement visuel. Par contre, lorsque j'ai bossé sur Bubble Guppies, la première série animée que j'ai faite où j'étais directeur artistique, là, c'était le contraire. C'était de la télé, donc on avait un rendement beaucoup plus élevé. Et je me rappelle, c'était en 2007, 2008, 2007 ou 2008, on venait juste de se marier, donc il y avait une période où je rentrais et je tremblais. Ma main tremblait toute seule, mon corps tremblait, parce que je dessinais tellement, à la fois à la maison et à ça, que j'ai tenu une saison, puis après j'ai dû arrêter, parce que je voulais plus. D'une part, ça ne m'intéressait pas tellement, puis d'autre part, je me stressais trop personnellement, parce que je faisais au moins 10 dessins finis par jour pour le boulot, plus mes croquis du jour. Donc, c'était beaucoup. C'était dense. C'était papier et crayon à l'époque, donc j'ai gratté beaucoup, et je sais que mon corps en prenait un coup. Donc. Et donc aujourd'hui, t'as trouvé un équilibre, ça fonctionne bien du coup. Au final, si c'est pas aussi fou que l'image qu'on en a. Non, c'est pas du tout si fou. En fait, c'est marrant. Les gens pensent que je suis toujours en train de bosser, et c'est vrai que je bosse beaucoup, mais je suis pas un fanatique comme je l'étais avant. Quand j'étais aux Arts Déco, quand j'étais étudiant, j'étais toujours en train de dessiner. Maintenant, je suis rapide. Ça c'est vrai. Je suis très très rapide. J'ai aussi beaucoup d'expérience. Donc, quand je bosse pour les films, surtout, je sais assez rapidement là où je vais. Et donc, je peux faire de bonnes images, bien rendues, pas du tout comme celle que je fais, mais beaucoup plus de production en 2-3 heures. Donc, alors qu'avant, il me faisait beaucoup plus de temps. Et ce qui me laisse le reste du temps pour faire ce que je veux, quoi. Parce que je veux pas en faire plus d'une par jour, parce que je veux pas donner l'impression au studio que je peux en faire plus, parce qu'après, ils vont commencer à prendre l'habitude d'attendre autant de rendement tout le temps. Ouais, donc, tu mets des limites. Régulariser. Ça, c'est un truc que j'ai appris en bossant dans la pub. Parce que en bossant dans la pub, tu travailles, tu as peut-être 15% de création, tout le reste c'est vraiment de la production. Et j'étais très rapide à l'époque, mais mon producer, Anthony, lorsque je lui donnais mes images, mes animations, il les gardait pendant 2-3 jours avant de les donner aux clients. C'était un peu le réflexe de Pavlov, où ils savaient que tous les 2-3 jours, ils allaient avoir un certain nombre d'animations, et ils attendaient ça et pas plus. Ouais. Nous, ça nous permettait de faire 2, 3, 4 pubs en même temps. Moi, en tant qu'artiste, ça me dérangeait beaucoup à la base que les gens ne voyaient pas mes dessins. Et après, je m'apercevais qu'en fait, ça me permettait de faire plus de choses et que de toute façon, ils allaient les voir, mais ils allaient les voir sur un schedule, un emploi du temps que mon producteur avait fait. Et ça marchait très bien, quoi. Ouais. Donc, maintenant, je fais la même chose. Et puis, t'es devenu très rapide aussi grâce à ton expérience. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on peut lire aussi sur ton site. Tu donnes 2 conseils: dessiner et montrer votre travail, quoi. Montrer le travail, ça c'est super important. Il y a plein de gens qui ont peur de montrer leur boulot. Oui, j'avais peur aussi, j'ai toujours peur d'ailleurs, mais le fait de le montrer, ce qui est bien avec montrer le travail, c'est que
quand on montre pas son travail, on construit à l'intérieur de sa tête tous ces jugements sur son boulot. On se dit que c'est mauvais, que ça marche pas, que c'est ceci, que c'est ça. Alors que quand on le montre, on se s'aperçoit que les gens ne voient pas du tout la même image. Il y a un support graphique et eux, ils lisent ça complètement différent. Nous, on va voir que la main est mal faite, que les couleurs sont pas bien ajustées et tout ça. Les gens, ils vont regarder ça, ils vont lire une histoire. Et si l'histoire est lisible, tout le reste, ça va leur paraître normal. Et ça, c'est un truc absolument extraordinaire. Et plus on montre nos images, plus on s'aperçoit qu'en fait, là où nous, on pense qu'il y a des défauts, les gens ne le voient même pas. Et en fait, même les images que nous, on préfère, en général, les gens les aiment pas trop parce que eux, ils lisent les histoires. Alors qu'en général, nous, les images qu'on aime, c'est les images dans lesquelles on s'est poussé. On a essayé quelque chose de différent techniquement. On a fait des couleurs différentes, des angles différents. Et les gens, en fait, ça les intéresse pas, ça. Eux, la plupart des gens, ils veulent juste être entertained, ils veulent être divertis, touchés. Et en général, tu touches les gens d'une manière très simple. Plus c'est compliqué, moins ils ont tendance à aimer. Et tu dis que t'as encore peur maintenant. Bien sûr. Qu'est-ce qui te fait peur? Je suis toujours un artiste, hein, donc je sais que j'ai de l'expérience, que mes images vont de toute façon avoir une certaine qualité, mais j'essaie de renouveler les histoires que je fais. Je fais de plus en plus de petits comics, j'essaie d'être un petit peu plus on vieillit, je veux parler d'autre chose que ce que je faisais avant, je fais d'autres trucs, donc il y a toujours cette remise en question de l'artiste, quoi. Donc c'est moi je trouve ça plutôt sain pour moi, parce que ça me permet de me faire évoluer. Ouais. Et puis voilà, quoi. Puis au final, avoir peur, c'est presque un bon signe. Ça veut dire que c'est important pour nous. We care. Si on s'en foutait, on n'aurait pas peur. C'est presque, si j'ai peur, c'est presque bon signe. On pourrait presque. Enfin pour moi, c'est plutôt un bon signe parce que c'est quand je me fais peur, c'est quand je prends un risque. C'est-à-dire que je fais pas toujours la même chose, même si pour l'audience ça peut paraître la même chose. Je sais que là, cette dernière année, j'ai fait plein de choses différentes, surtout point de vue des histoires que je raconte. Je sais que j'ai pris plein de risques de ce côté-là. En fait, c'est chouette, ça me fait vivre. J'ai l'impression j'ai un coup d'adrénaline parce que je vais parler de quelque chose dont j'ai pas encore parlé. Je fais de trucs comme ça, et puis c'est bien. Ça me fait apprécier la vie encore plus, quoi. Ouais, c'est clair. Ça donne du peps. Enfin, peps, merci. C'est une bonne expression, ça. J'avais écouté une interview où tu disais, j'aimais bien cette citation qui disait, si on remet toujours au lendemain quelque chose qu'on veut faire, en fait, on va jamais le faire. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour le faire. Je sais que c'était dans le contexte du sketch of the day, je crois. Et c'est moi qui dis ça. Ouais, c'est toi. Ouais. Et tu l'as dit, tu l'avais dit en anglais. There's no better time than now to do something. Tu vois. Ouais. Alors ça, en fait, je me rappelle quand j'ai commencé à bosser dans l'animation. J'ai bossé avec quelqu'un qui s'appelle Grant. Grant, lui, il s'est suicidé en fait. Il s'est suicidé il y a quand même pas mal de temps maintenant, mais il était plus vieux que moi et il était réalisateur d'animation. Et quand j'ai commencé à cette boîte, moi je faisais plein de shorts d'animation déjà, parce que j'avais beaucoup d'énergie, je faisais ça. Un jour, il est venu il fait, écoute, tu fais ça, il faut absolument que tu les soumettes à des festivals d'animation, il faut que tu les finisses, parce que moi je faisais des trucs pour m'amuser, quoi. Et il me disait toujours, personne ne te donnera jamais de l'argent pour faire ce que tu veux faire. Il faut que tu le fasses toi-même. Et personne ne te paiera jamais pour faire ce que tu n'as pas fait. Et il avait raison. Mais oui. Et donc ça m'avait beaucoup touché parce que lui, je trouvais que c'était un animateur absolument extraordinaire. Il était vraiment très 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 bon dans ce qu'il faisait. Il était victime d'un petit peu de ce qu'il me disait en fait. Lui, il avait jamais vraiment fait ce qu'il voulait faire. Il voulait toujours de la commande. Et il était arrivé à un âge, quand je l'ai rencontré, il devait peut-être avoir 40 peut-être. Et il était un petit peu bloqué il se sentait bloqué dans ce monde où il devait faire de la commande constamment, quoi. Et donc, oui, ça peut être frustrant. Oui, c'est super frustrant. Quelque part, c'est important d'être l'architecte de son propre parcours. Oui. Puis, le Sketch of the Day, c'est aussi ça, parce que si j'ai bien compris, c'est grâce au Sketch of the Day que t'as été appelé par Disney. Oui, le sketch du jour, tout ce que j'ai fait personnellement, c'est ça qui a formé ma carrière. Ce qui est marrant, parce que maintenant, si je pouvais retourner dans le passé et me dire ce que je devrais faire, je dirais sois un petit peu plus concentré sur ce que tu fais, parce que moi je pars dans tous les sens, quoi. Et donc j'ai une carrière dans l'animation, une carrière dans le jeu vidéo, une carrière dans le character design que je fais plus du tout, une carrière dans la télé, une carrière je fais des couvertures pour Marvel, je fais plein de trucs différents. Et ça vient tout du fait que j'ai fait quelque chose comme ça dans le sketch du jour. Donc je me dis souvent, si j'avais été un peu plus concentré à la base, j'aurais fait autre chose. Mais bon, en même temps, j'ai une vie absolument fabuleuse, donc j'ai vraiment pas de quoi me plaindre, quoi. Donc c'était pas intentionnel. Non, du tout. À la base, moi, comme je te dis, j'ai beaucoup de mal. Quand j'étais plus jeune, du moins, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. La raison pour laquelle je dois me dépenser physiquement, c'est parce que ça me permet en fait de ralentir mon cerveau. Mon fils Max a ADHD. Ah oui, je connais bien, ouais. Et donc en fait, quand son école voulait le renvoyer parce qu'il n'avait pas se calmer en classe, on a été obligé d'aller voir, une thérapeute.
thérapeute. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle commence à me dire, est-ce qu'il fait ceci? Je dis, oui, il fait ça. Est-ce qu'il fait ça? Oui, ça. C'est, oui, il fait ça. Je dis, donc, effectivement, il y a tous les signes de ça. Je dis, mais attends, je fais exactement la même chose. Elle me regarde, elle me fait, vous avez jamais été diagnostiqué? Non. Tu es ADHD? J'ai jamais eu de diagnostic d'un vrai docteur, mais j'ai exactement le même symptôme que mon fils. Et il pense la même chose. Et donc c'est marrant parce que quand j'étais petit, j'étais incapable de me concentrer. En classe, les profs me faisaient aller dans leur cours pour courir, pour me fatiguer, pour que je puisse revenir m'asseoir en classe et suivre les cours. Et c'est un truc qu'on trouvait ça plus ou moins normal. Si on était tous des garçons, donc on était Je connais 2 personnes qui sont ADHD et c'est un peu le même profil, c'est-à-dire c'est des gens hyper prolifiques qui font plein de choses et grâce au fait qu'ils font plein de choses, ils attirent plein de choses vers eux. Ouais. C'est un peu le mouvement appelle le mouvement. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est un cercle vertueux au final parce que quelque part tu fais plein de choses, mais plein de choses que tu aimes. Ouais. Du coup, plein de gens ont envie de... Mais le truc, c'est que des fois, je voudrais, dans l'idéal, me concentrer sur un projet sur plus longtemps et puis c'est dur. Et ça, maintenant, avec l'âge, je ralentis un peu. Maintenant, je peux en fait, je développe plusieurs histoires. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, les histoires que j'ai écrites, la première que j'ai proposée, on va peut-être développer en tant que film. En fait, je l'ai pas écrite, je l'ai dessinée. J'ai fait le storyboard du film entier. Et quand j'ai proposé aux gens, quand je suis allé faire un pitch, les gens disaient, t'as fait le film entier? Je dis, ouais. Et ils étaient, waouh, personne n'a jamais fait ça, c'est assez extraordinaire, etc. Et puis, c'est là que je me suis appris, effectivement, je bosse de manière très différente parce que c'est comme ça que je peux bosser. Mais bon, un truc que je dois dire quand même ça, parce que là, les gens vont penser que c'est chouette d'avoir des ADHD. Ouais. C'est bien, c'est pas bien aussi. Parce que je sais que des fois, je suis incapable d'écouter les choses. Moi, j'ai une chance énorme. Encore une fois, c'est ma femme. Elle, par contre, ma femme, elle est envoyée du ciel. Elle sait s'occuper de moi. Elle sait s'occuper de moi, c'est pas le bon mot. Elle sait me gérer. Elle sait quand je pète les plombs. Elle sait exactement comment faire pour que je puisse fonctionner le mieux possible. Et c'est hallucinant. Je me rappelle quand on commençait à sortir ensemble et que je commençais à travailler l'après-midi, elle venait, elle retirait directement la prise de l'ordinateur. Elle fait maintenant tu es avec moi. Et j'étais mais bon, elle a un caractère très intempestif, elle aime beaucoup, elle en couleur beaucoup, elle aime la vie, elle croque la vie à pleines dents, elle est philippine, elle est extraordinaire. Et je sais que sans elle, j'aurais pas la carrière que j'ai maintenant. Ça, c'est clair. On dédie cet épisode à ta femme alors. Tout ce que je fais, c'est d'aider ma femme et mes enfants. Super. Je pense que c'est une super façon de terminer. Ok. Pascal, merci énormément pour ton temps, c'était hyper agréable. Super intéressant. Moi, dans cette Petite loge, voilà, au Max Creative. La salle Vargam, c'est ça. Ouais, je sais plus. J'ai découvert en même temps que toi. Ouais, c'est chouette. Voilà. Merci Pascal. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir. C'était ma conversation avec Pascal Campion. Merci à lui d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je me suis senti privilégié de pouvoir passer ce petit moment avec lui. Merci également à Adobe France d'avoir organisé cette rencontre lors du Max Creativity Tour à Paris en décembre dernier. Franchement, c'était bien. Et si cette discussion vous a plu, je vous invite à découvrir le travail de Pascal en visitant son site internet et en le suivant sur les réseaux sociaux. Impossible de ne pas succomber au charme de ces milliers d'images. Promis juré, vous en aurez plein les mirettes. Il vient également de sortir un nouveau livre il y a quelques mois intitulé Room to Grow. Si vous aimez les beaux livres d'illustration parsemés de petites réflexions, cet ouvrage est fait pour vous. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux, majoritairement sur Instagram, mais aussi sur Twitter et LinkedIn, à me laisser quelques étoiles ou un commentaire sur iTunes et Apple Podcast. Ça m'aide vraiment et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître ou à le partager avec un ami. N'hésitez pas non plus à m'écrire à jeremy@jeremy-claes.com. J'adore recevoir du courrier, donc ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Petite nouveauté, si vous vous abonnez à ma newsletter, recevez toutes les 2 semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Le but, c'est de partager avec vous toutes ces ressources qui m'ont aidé et inspiré au fur et à mesure des années. Et par ressources, j'entends par là des livres, documentaires, podcasts, articles et autres vidéos qui m'ont inspiré. Vous l'aurez probablement remarqué si vous écoutez ce podcast depuis le début, celui-ci n'est plus sponsorisé par Creative Pep Talk, mais pourrait l'être par vous. Et oui, c'est nouveau, ça vient de sortir, Exit le sponsor, bonjour la communauté Sens Créatif. Si ça vous botte de soutenir ce projet financièrement, vous pouvez désormais devenir membre du club Sens Créatif en soutenant le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2 € par épisode et cela vous permettra également d'accéder à des mini-épisodes exclusifs du podcast rien que pour vous. Il n'y a aucune obligation bien sûr, le podcast restera toujours gratuit pour tout le monde, c'est uniquement si vous voulez me filer un petit coup de main.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreativepodcast. Le lien, comme tous les autres d'ailleurs, est disponible dans les notes de cet épisode. Pour finir, je remercie encore et toujours mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuy-Musique ou écouter ses sons sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.